des soldats vêtus de combinaisons de protection bloquent toutes les routes reliant l'Écosse au sud de l'île. Ils tirent sur une foule de réfugiés, qu'ils soient infectés ou non, qui tentent désespérément de fuir. En réponse, la foule enragée s'en prend aux soldats et les attaque. Parmi les réfugiés, on voit une mère tenant sa jeune fille, Eden Sinclair. Elles essaient désespérément de fuir, mais une balle perdue frappe la fillette, lui ôtant un œil. Malgré cela, la mère parvient à mettre sa fille à bord du dernier hélicoptère en partance pour le centre de l'Angleterre. Avant leur séparation, elle remet à Eden une lettre pour qu'elle se souvienne d'elle. Cependant, peu après le départ d'Eden, sa mère est finalement tuée par la foule. Pour isoler les infectés du reste du monde, le gouvernement britannique construit un mur de béton de 30 pieds de haut pour isoler l'Écosse. Plusieurs gardes sont postés le long du mur pour tirer sur quiconque s'approche, et des champs de mines sont installés près de la frontière. La quarantaine est efficace, mais ces méthodes extrêmes coupent les liens diplomatiques et économiques entre le Royaume-Uni et le reste du monde. Cela fait du Royaume-Uni un paria, entraînant un avenir marqué par le chômage, les troubles et des inégalités croissantes. La scène passe ensuite à l'année 2035, où l'on rencontre Eden adulte. Elle travaille désormais dans les forces spéciales du département de la sécurité intérieure sous les ordres du capitaine Nelson. Elle a remplacé l'œil perdu pendant son enfance par une prothèse électronique avancée. Cette prothèse est équipée d'une caméra intégrée capable d'enregistrer tout et d'envoyer les données directement à son appareil au poignet. Un jour, une descente de police dans un bidonville révèle une pièce remplie de personnes infectées par le virus Reaper, vivantes et mortes. Cela signifie que le virus a refait surface 27 ans après sa première apparition en Écosse. En réponse, de hauts responsables se réunissent pour une réunion privée dirigée par le Premier ministre John Hatcher. Cependant, il est évident que, fermer tous les ponts reliant la ville et d'isoler également les bâtiments gouvernementaux. Après la réunion, Hatcher et Canary rencontrent en privé Nelson et lui montrent des photos satellites de Glasgow prises 3 ans auparavant. Les images montrent des mouvements de personnes dans la ville morte, ce qui laisse supposer qu'un remède contre le virus a finalement été découvert. Ils discutent ensuite du Dr Kane, un scientifique qui travaillait sur le vaccin dans le centre de Glasgow avant la quarantaine. Ils supposent qu'il a dû réussir à créer le remède. Par conséquent, Canary ordonne à Nelson d'envoyer une équipe en Écosse pour localiser le Dr Kane et ramener le remède. Suite à cela, Nelson sélectionne Eden pour diriger l'équipe qui sera envoyée en Écosse. Elle accepte volontiers, car c'est une occasion idéale pour elle de retrouver sa mère. Avant son départ, Eden est convoquée par Canary, qui lui ordonne de revenir dans un délai de 48 heures. Il précise également que si elle ne trouve pas le remède, elle ne doit pas revenir du tout. Canary lui fournit aussi des informations sur le Dr Kane, lui demandant de se rendre d'abord à son laboratoire, puis de suivre les pistes à partir de là. Dans la scène suivante, Eden monte à bord d'un hélicoptère et arrive bientôt au mur de la frontière écossaise. Là, elle rencontre ses nouveaux subordonnés, le sergent Norton, les caporaux Chandler, Reed, Carpenter et Miller. 2 médecins militaires, Talbot et Sterling, ayant travaillé au centre de recherche sur le virus Reaper, les accompagnent également. Les militaires ouvrent les portes qui avaient été soudées en 2008, et l'expédition entre dans la zone de quarantaine à bord de 2 véhicules blindés. Pendant le voyage, Eden écoute un enregistrement des derniers messages radio du Dr Kane, qui, avec des soldats, défendait l'hôpital. À travers l'enregistrement, elle apprend les morts massives, les horreurs de la violence et le cannibalisme qui ont ravagé Glasgow. Ils arrivent bientôt à l'hôpital où travaillait le Dr Kane, mais il s'avère qu'il a été abandonné depuis longtemps. Peu de temps après, une femme frêle apparaît soudainement devant le bâtiment. Eden ordonne rapidement à son équipe de ne pas l'approcher, mais Chandler pense qu'elle a besoin d'aide. Ignorant les ordres d'Eden, il se précipite vers la femme pour l'aider. Elle s'effondre bientôt dans ses bras, et Chandler est contraint de la transporter dans leur véhicule. À ce moment-là, Eden et son équipe sont soudainement pris en embuscade par un groupe de sauvages armés de couteaux et de bâtons. Ces individus sont couverts de peintures colorées et de tatouages, ressemblant à des punks. L'équipe d'Eden riposte avec acharnement et élimine de nombreux attaquants, mais Carpenter et Miller sont tués au cours de l'affrontement. Peu après, les sauvages commencent à lancer des cocktails Molotov sur leurs véhicules blindés. Eden ordonne rapidement au véhicule de se déplacer vers la sortie arrière, et Chandler et Reed suivent ses instructions. Malheureusement, la fille que Chandler avait aidée se réveille soudainement et lui tranche la gorge. Il s'écrase contre le bâtiment, mais avant de mourir, il fait exploser le véhicule et son assaillante avec une grenade. Pendant ce temps, Reed conduit le deuxième véhicule et récupère Eden, Norton et les 2 médecins. Mais un des attaquants brise le pare-brise avec une hache. Un autre tire un carreau d'arbalète qui tue immédiatement Reed. Cela provoque une collision du véhicule avec une pile de voitures accidentées, le faisant se retourner. Les survivants sortent alors en catastrophe et font tout leur possible pour se défendre.
Pendant le chaos, Norton et Stirling parviennent à fuir, mais Eden et Talbot, blessés à la jambe, sont capturés par les sauvages et assommés. Un peu plus tard, Eden se réveille en captivité, entourée de sauvages. Elle est ensuite confrontée au chef du groupe, Sol, qui semble être un sadique fou. Il la frappe violemment et exige de savoir qui elle est et d'où elle vient. Finalement, Eden révèle qu'elle vient d'au-delà du mur, ce qui fait naître un sourire tordu sur le visage de Sol. Il dit avec jubilation que Kane leur a menti, affirmant qu'il n'y avait rien de l'autre côté. En entendant cela, Eden demande si Kane est encore en vie et dit qu'elle veut le rencontrer. Cependant, Sol répond que le vieil homme est inutile et révèle son plan d'utiliser Eden pour les aider à traverser le mur. Ensuite, Sol ordonne à son garde de surveiller attentivement Eden, insistant sur le fait qu'elle doit rester en vie. Avant de partir, la petite amie de Sol, Vipé, montre à Eden son localisateur GPS, le laisse tomber au sol et l'écrase sous sa botte. Sol arrive ensuite à une cérémonie de sacrifice, où il rassemble ses partisans Pink et prononce un discours sur les mensonges de Kane. Il promet qu'ils pourront enfin quitter cet endroit, et la foule se réjouit. Après cela, Sol annonce à ses partisans que le dîner va être servi. À leur grande horreur, le dîner s'avère être Talbot, qui est rôti vivant sur un immense grill. Une fois l'homme décédé, les sauvages le découpent en morceaux et commencent à le manger. Pendant ce temps, Eden utilise un fil de son GPS cassé pour déverrouiller ses menottes. Elle attrape ensuite le garde à l'extérieur et le force à ouvrir la porte de la cellule. Terrifié, l'homme obéit et déverrouille la porte, après quoi Eden le tue immédiatement. Elle commence à partir, mais une autre prisonnière, nommée Callie, lui demande de la libérer également. Eden refuse d'abord de s'impliquer, mais Callie explique qu'elle est la fille de Kane et qu'elle peut l'emmener à lui. Cela convainc finalement Eden, mais tout à coup, Vipé fait son apparition. Les deux femmes s'engagent alors dans un combat intense à l'épée, mais à la fin, Eden prend le dessus et décapite Vipé. Après cela, elle libère Callie, et les deux prennent la fuite. Elle rencontre en chemin un ami de Callie, Joshua, qui accepte de les aider à s'échapper. Eden contacte alors Norton et Stirling par radio, leur ordonnant de se rendre à la gare. Les deux se dirigent immédiatement vers l'endroit, mais sont repérés par des sauvages en chemin. Malgré le danger, ils courent de toute leur force tandis que les attaquants les poursuivent à moto. Eden se précipite également pour aider ses compagnons et tue un des sauvages avec une hache. Finalement, elle et son équipe parviennent à monter à bord du train juste à temps, échappant de peu à leurs poursuivants. Un peu plus tard, Callie révèle que Sol est en réalité son frère et le fils de Kane. Mais son père et son frère sont en guerre brutale en ce moment. Callie déclare également que, bien qu'elle soit prête à révéler à Eden l'emplacement de son père, elle n'a aucune intention de s'y rendre elle-même. Elle décrit son père comme un psychopathe qui prend plaisir à torturer et tuer tous ceux qui s'opposent à lui. Peu après, le train les emmène dans une zone montagneuse reculée. Le groupe traverse ensuite un ancien abri anti-bombe, initialement construit pour se protéger contre une guerre nucléaire et rempli de tous les approvisionnements nécessaires. Cependant, peu après avoir quitté l'abri, ils entendent le tonnerre des sabots de chevaux, et plusieurs cavaliers armés d'arcs et de lances arrivent. Ce sont les bourreaux de Kane, dirigés par un homme dangereux et intimidant nommé Telamon. Le groupe tente de fuir, mais Joshua est tragiquement frappé et tué par une lance, tandis que les autres sont capturés. Ensuite, ils sont emmenés dans un ancien château médiéval où Kane règne après s'être autoproclamé roi d'Écosse. Eden finit par le rencontrer, mais elle se rend vite compte qu'il n'est pas celui qu'elle espérait. Kane révèle qu'il a choisi cet endroit parce qu'il savait qu'il surveillerait les villes. Il croit que cette société primitive est fermée et la plus fiable et qu'elle survivra, peu importe s'il existe une vie au-delà du mur. Quand Eden révèle que le virus Reaper est revenu et qu'elle est venue chercher un vaccin, Kane lui annonce d'un ton désinvolte qu'il n'y en a pas. Il s'avère que les quelques Écossais qui ont survécu ont simplement développé une immunité au virus. Pour maintenir son pouvoir, Kane ordonne l'exécution d'Eden et de ses compagnons. Le psychopathe n'épargne même pas sa propre fille et ordonne qu'elle soit marquée au fer rouge pour être purifiée de toute infection. Après cela, Eden est forcé de combattre Telamon dans l'arène. Pendant ce temps, Norton et Stirling maîtrisent leurs gardes et les enferment dans leurs cellules. Ils libèrent ensuite Callie et pénètrent dans un dépôt d'armes, où ils s'emparent de grenades et d'autres armes. Dans l'arène, Eden continue son combat intense contre Telamon. Elle finit par percer son casque avec un ciseau et le tue. Cela met Kane en colère, et il ordonne l'exécution des prisonniers. Mais avant qu'ils ne puissent agir, Norton fait exploser plusieurs sections du château avec des grenades. Dans le chaos, Eden et ses compagnons se fraient un chemin pour s'échapper. Ils parviennent à fuir à cheval, mais Kane envoie également une poursuite à leur trousse. Ensuite, nos héros se cachent dans l'abri anti-bombe, entourés de divers objets utiles, tels qu'une Bentley de luxe et un radiotéléphone. Mais avant qu'ils ne puissent partir, les hommes de Kane arrivent et lancent une attaque.
Il tire immédiatement sur Norton avec un arc, le tuant tragiquement. Eden est dévasté par la perte de son ami, mais il n'y a pas de temps pour pleurer. Les 3 survivants montent rapidement dans la Bentley et s'enfuient vers la ville. En chemin, Eden contacte Canary par téléphone, l'informant que la mission est accomplie, et lui demande de se rapprocher du mur de quarantaine. Ce dernier, ravi de la nouvelle, part immédiatement en hélicoptère pour les rejoindre. Cependant, le danger est loin d'être terminé, car le groupe d'Eden est confronté sur l'autoroute à plusieurs voitures et un bus, menés par un groupe de cannibales. Sol, consumé par la colère après la mort de sa petite amie, commande l'attaque. Lors de cette poursuite frénétique, de nombreuses voitures des sauvages entrent en collision, provoquant leur mort. Un Sol désespéré saute sur le toit de la Bentley et parvient même à s'introduire un instant à l'intérieur. Mais Eden le repousse et accélère. Les sauvages commencent alors à lancer des scies circulaires sur la Bentley, mais l'une d'elles frappe accidentellement leur propre chef au cou. Alors que Sol s'accroche au toit, Eden conduit directement la voiture dans le bus utilisé comme barrage routier. Cela provoque l'explosion du bus et décapite finalement Sol, tout comme sa petite amie. Une fois le chaos apaisé, un hélicoptère atterrit devant eux, d'où sort Canary. Il exige le remède contre le virus, et Eden lui remet Callie. Elle explique que, comme la jeune fille a développé une immunité, obtenir un vaccin à partir de son sang sera facile. En entendant cela, un Canary satisfait révèle qu'il n'a pas l'intention d'utiliser immédiatement le vaccin. Il veut attendre que la pandémie consume le monde entier. En tant que seul détenteur du vaccin, il prévoit de devenir un héros et de prendre le contrôle de la planète. Canary demande alors à Eden de le suivre, mais elle refuse et retourne dans la voiture. Au lieu de revenir à Londres avec les autres, Eden se rend à Glasgow pour retrouver sa mère. Mais elle est dévastée d'apprendre que celle-ci est déjà décédée. Tandis qu'Eden regarde ses photos en pleurant, Nelson lui rend visite. Les deux discutent un moment avant qu'Eden ne lui remette un enregistrement de sa conversation avec Canary, capturé grâce à son œil cybernétique. De retour à Londres, Nelson remet la cassette aux chaînes d'information. Cela expose la trahison de Canary au monde, ce qui conduit finalement à sa chute. Dans la scène finale, Eden retourne à la base des sauvages et leur montre le corps décapité de Sol. Mais au lieu de s'énerver, ils commencent tous à applaudir et l'accueillent comme leur nouvel chef.